Ministre et ministre de l'Intérieur, avant d'entrer dans cette salle, je venais de signer à nouveau une invitation pour qu'ils viennent répondre à vos préoccupations et à celles du collègue Denis Kambaye. Donc, j'espère qu'il n'y aura pas d'excuses pour qu'ils viennent par devant nous. Pour ce qui est des initiatives, vous avez la réponse dans l'article 120, parce que dans votre exposé, je croyais que vous alliez nous dire que votre initiative était la plus ancienne ou alors la mieux élaborée. Or, toutes les réponses sont dans votre exposé. Vous dites, vous reconnaissez que l'initiative du collègue Mbonga est la plus ancienne, donc c'est déjà éliminé. Vous dites que vous traitez des mêmes matières, des mêmes articles. Donc on ne peut pas dire qu'il y a un texte mieux élaboré qu'un autre, puisque vous-même vous dites que ce sont les mêmes articles. Donc, partant de votre propre exposé, tout ce que je peux vous dire, c'est de vous inviter à enrichir les débats, à porter les amendements lorsque ce sera nécessaire. Je pense que nous ne pouvons pas nous disputer les initiatives parlementaires. Donc, je pense que, à moins qu'il y ait 2 pour ou 2 contre, mais je tenais d'abord à vous répondre, parce que d'abord, quand vous parlez, vous vous adressez au bureau qui organise les séances et qui élabore les ordres du jour. Alors, je voudrais savoir s'il y a 2 collègues qui soutiennent votre motion. S'il vous plaît, Président. Oui. Ça, c'est violer notre règlement intérieur. Ce n'est pas une motion incidentielle pour avoir 2 pour 2 contre. D'accord. Merci. Merci. Je pense que mes réponses sont suffisantes, chers collègues, mais nous attendons votre enrichissement. Collègue Kamitatou, pour votre motion, elle est de quelle nature? Pardon? Motion d'information. D'information, d'accord. Je vous remercie pour la parole, honorable président. J'interviens par motion d'information, et ce, en lumière de l'article 94 du règlement intérieur de notre Chambre. Honorable président, honorables membres du bureau, honorables sénateurs et estimés collègues, c'est depuis la semaine dernière qu'une énième tension ethnique s'observe dans notre pays, cette fois-ci entre les Kassaïens et les ressortissants du Bandundu. D'après les informations en notre possession, des originaires de la province du Bandundu se disent menacés par d'autres Congolais de la province du Kasaï, au motif qu'ils n'auraient pas le droit de travailler dans une province qui ne leur appartient pas. Cette menace relayée par d'autres messages de haine font état de la chasse des Bandundois dans la province du Kasaï. Cet incident intervient après la clôture de la conférence interprovinciale convoquée sur initiative du président de la République après les tensions qui ont été constatées entre les Kassaïens et les Katangais. Nous craignons que de tels incidents se reproduisent. C'est ainsi que nous sollicitons l'implication de notre Chambre, qui est l'émanation des provinces, qui puisse dépêcher une mission d'enquête parlementaire sur place, afin de se rendre compte de la situation et de tenter de réconcilier les originaires de ces 2 communautés au Kasaï. Je vous remercie, honorable président. Merci beaucoup. C'est une motion d'information. Il y a ces charges-là qui reviennent au gouvernement. Il faudrait que le gouvernement soit mis devant ses responsabilités lorsqu'il y a des questions comme ça. Je vous conseillerais de formuler une initiative parlementaire. Ça peut être une question écrite, ça peut être une question orale, avec ou sans débat, adressée au chef du gouvernement, parce que le gouvernement conduit la politique de la nation et doit assurer la sécurité à tous, l'égalité de tous devant la loi et les emplois. Alors, je pense que votre information, nous la prenons comme une menace vraiment à l'unité nationale. Je vous conseille donc d'élaborer une question dans ce sens et nous la transmettrons illico presto. Ceci étant, j'invite le collègue Sami Badibangantita
et le collègue Louis Mwanga Magalou Ngwanda de se placer devant nous. Ils vont nous faire les exposés. Motion de procédure. Bien, on le fait un à un quand même. Hein? Bon, allez-y. C'est dans la globalité, Honorable Président. Honorable Président, je fais cette motion de procédure pour rappeler à votre autorité que lorsque nous avons des propositions de modification, il est important de mettre souvent à notre disposition des textes de loi initiales que nous n'avons pas. Par exemple, pour la proposition de l'honorable Badi Bangala Lofip et pour la proposition de modification de l'honorable Luimbonga, la loi portant principes fondamentaux des provinces. Parce que ce que nous avons, moi, en ma possession, je n'ai que le recueil de la dernière modification. Merci. Merci beaucoup, c'est pertinent. Bon, mes collègues du bureau me disent que nous allons d'abord déclarer la recevabilité. Mais alors, avant d'engager le débat, on se fera fort d'obtenir les textes initiaux parce qu'effectivement, on ne peut pas modifier quelque chose qu'on n'a pas sous les yeux. Parce que quand on fait référence à tel article, il faut qu'on voie quelle est sa formulation. Nous pouvons aujourd'hui juste écouter les exposés des collègues et nous allons ensuite suspendre pour que nous puissions réunir la documentation. Et dès que la documentation est là, nous engageons le débat. Pouvons-nous procéder de cette manière, chers collègues? Qui sont pour? Veuillez le manifester. Merci. Ceux qui sont contre? Merci. Ceux qui s'abstiennent? Merci. Il en sera ainsi. J'invite le collègue Badi Bangantita à faire l'exposé, à présenter sa proposition de loi. Vous avez la parole, chers collègues. Merci, honorable président. Honorable président du Sénat, honorable membre du bureau, honorables sénateurs et chers collègues, nous nous faisons l'honneur de vous faire l'économie de notre proposition de loi modifiant et complétant les articles 14, 15 et 16 de la loi numéro 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques. Nous nous faisons le devoir de vous présenter les raisons qui nous poussent à vous proposer ces différentes modifications et compléments. En effet, la Constitution de la République, en ses articles 171, 202.12 et 13 et 204.5, 6 et 7, établit clairement la distinction entre les finances du pouvoir central et celles des provinces, consacre le recours aux emprunts extérieurs et intérieurs pour les besoins du pouvoir central et des provinces et définit les compétences des uns et des autres en ces matières. À titre de rappel, l'article 202 de la Constitution dispose ce qui suit. Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, les matières suivantes sont de la compétence exclusive du pouvoir central. Au point 12 de cet article, les emprunts extérieurs pour les besoins de la République ou des provinces. Au point 13, les emprunts intérieurs pour les besoins de la République. L'article 204 de la même Constitution dispose ce qui suit. Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, les matières suivantes sont de la compétence exclusive des provinces. Au point 5, les finances publiques provinciales. Au point 6, la dette publique provinciale.
Et au point 7, les emprunts intérieurs pour les besoins des provinces. Cependant, la loi 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques interdit en ses articles 14, 15 et 16 la présentation d'un budget déséquilibré. À l'article 14, elle interdit le financement des charges courantes par les emprunts internes et externes. À l'article 15, alinéa 1er, elle interdit les emprunts au-delà des investissements prévus au budget. À l'article 15, alinéa 2, elle interdit le recours aux emprunts extérieurs et prohibe le recours aux emprunts intérieurs, sauf ceux qui sont contractés auprès des institutions financières nationales non bancaires. À l'article 15, alinéa 3. L'article 16 de cette même loi, à l'article 16 de cette même loi, elle interdit le recours aux avances de la Banque centrale du Congo. Voici les dispositions des articles 14, 15 et 16 de la LOFI. Chapitre 3. De l'équilibre du budget. Article 14. Le budget du pouvoir central de la province ou de l'entité territoriale décentralisée est présenté en équilibre. Il prévoit le montant des dons, fixe le ou les plafonds des emprunts et détermine l'affectation des ressources en résultant pour assurer l'équilibre budgétaire et financier. Chapitre 4 de la soutenabilité budgétaire. Article 15. Le pouvoir central, la province et l'entité territoriale décentralisée prévoient et exécutent leur budget en équilibrant leurs charges courantes par des ressources internes, à l'exclusion du produit des emprunts intérieurs, des dons et legs intérieurs projets, du remboursement de prêts et avances et, le cas échéant, des subventions affectées à des projets ou des activités spécifiques, mais y compris les ressources extérieures de dons et legs courants. Ils ne peuvent emprunter chaque année une somme supérieure au montant de leurs investissements. Ils ne peuvent emprunter qu'auprès des institutions nationales financières non bancaires et aucun emprunt ne peut être souscrit en devise, ni directement ni indirectement, à l'exception, le cas échéant, de ceux souscrits par le pouvoir central lui-même ou pour la province ou l'entité territoriale décentralisée. À l'article 16, le recours aux avances de la Banque centrale du Congo est prohibé tant pour le pouvoir central que pour la province et l'entité territoriale décentralisée. Fin de citation. Honorable Président, honorables membres du Bureau, distingués collègues, si entre le 13 juillet 2011, date de la promulgation de la loi relative aux finances publiques, et le 31 décembre 2018, nous pouvions être flexibles avec les dispositions de la dite loi, depuis le 1er janvier 2019, les articles 14, 15 et 16 sont d'application, conformément au prescrit de l'article 234 de cette même loi, qui a laissé 7 ans d'observation avant d'abroger les dispositions contraires et d'appliquer la loi dans son intégralité. L'unique modification de la loi relative aux finances publiques faite à travers la loi numéro 18/010 du 9 juillet n'a prolongé que le délai d'application du programme de 5 ans. Seul le budget d'allocation des ressources a encore ce sursis. Les faits précèdent le droit, comme disent les juristes. Nous pensons qu'une modification de la LOFIP s'impose pour les raisons ci-après. Ce qui est de l'article 14. Le gouvernement de la République continue d'équilibrer son budget par les ressources d'emprunt. C'est inscrit dans sa note d'observation, ce qui est interdit selon l'esprit et ce même à l'article 14 au regard de la définition donnée à l'article 3.21 de la LOFIP. En sus, tout budget dont l'équilibre est assuré par les emprunts est en réalité un budget déficitaire. Quant à l'article 15, le gouvernement de la République recourt aux bons du Trésor, qu'il place auprès des banques pour financer ses charges courantes, alors que les charges courantes ne peuvent pas être financées par les emprunts. Et en plus,
le gouvernement ne peut pas emprunter auprès des institutions financières extérieures et bancaires, conformément à l'alinéa 3 de cet article. Or, le gouvernement recourt régulièrement aux emprunts extérieurs et bancaires. Aussi, l'article 34 de la LOFIP prévoit bien parmi les ressources extérieures les recettes exceptionnelles, dont celles qui sont issues des tirages sur emprunts extérieurs et intérieurs, sans les limiter comme dans la Constitution. Il y a à notre humble avis, premièrement, une contradiction entre la Constitution de la République et la loi sus-évoquée, et deuxièmement, entre les articles 15 et 34 de la loi relative aux finances publiques. S'agissant de l'article 16, le gouvernement de la République a toujours recouru aux avances de la Banque centrale du Congo pour financer ses charges courantes, ce qui est reconnu dans la note d'observation, alors que cet article interdit toute avance de la BCC au gouvernement. Pour les raisons évoquées ci haut, nous estimons dans l'intérêt de notre pays et de notre économie que la modification de la loi s'impose. Honorable Président, honorables membres du Bureau, distingués collègues, la stabilité du cadre macroéconomique ne peut pas être l'objectif final de notre économie. Le gouvernement de la République a adopté le PNSD, le Plan national stratégique de développement, avec des objectifs finaux et clairs pour assurer le bien-être de la population, notamment faire de la RDC un pays à revenus intermédiaires en 2028, donc dans 6 ans, avec 1 050 $ de revenus per capita. Faire de la RDC un pays émergent en 2040, avec un revenu par habitant de 4 000 $, et un pays développé en 2050, avec un revenu par personne de 12 000 $. Il nous faut beaucoup de ressources soutenables, notamment les emprunts extérieurs, car tout calcul fait, nous aurons besoin de plus de 10% de croissance économique chaque année pour essayer d'atteindre le premier objectif dans 6 ans en doublant au minimum notre PIB. La République a donc besoin des ressources importantes, dont celles issues des emprunts pour dépenser, comme disait d'ailleurs la patronne du FMI, Mme Kristalina Georgieva, je cite, « Il faut dépenser, encore dépenser, et toujours dépenser pour relancer vos économies face aux effets de la Covid-19 et face à vos propres défis économiques. » Nous estimons enfin, pour les objectifs du PNSD, qui sont des objectifs finaux, pour assurer le bien-être des Congolaises et Congolais, que la modification de la loi numéro 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques s'impose. Telle est l'économie de notre proposition qui nous pousse à modifier et à compléter cette loi, car notre pays doit vraiment décoller et le décollage ne viendra qu'avec un budget conséquent. Et donc, nous faisons cette proposition pour permettre à notre gouvernement d'avoir tous les outils nécessaires qui pourraient lui permettre d'avoir les moyens de sa politique. Quant à la proposition, la formulation, si vous agréez d'accepter la recevabilité, la formulation du texte, disais-je, pourra être discutée en commission. Je vous remercie. Merci beaucoup, chers collègues. Vous regagnez votre siège. Non, pas le siège, mais le podium en attendant. Collègue Mbonga. Merci, honorable président, pour la parole. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable sénateur, chers collègues. La proposition de loi que je soumets à l'examen et à l'approbation de l'auguste assemblée plénière de la Chambre haute du Parlement porte sur la modification de la loi numéro 08/0
12 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces. Moi, n'est ici besoin de rappeler que l'avènement de la décentralisation, voulu par notre peuple, qui s'est exprimé à travers le vote par référendum de la Constitution du 18 février 2006, avait suscité un grand espoir d'amélioration des conditions de son existence. Au regard du bénéfice que procure ce mode de gestion de la res publica, qui rapproche les dirigeants des gouvernements. En province, cette perception des choses était encore plus forte, d'autant plus que leur nouvelle structuration, avec l'instauration des assemblées provinciales et des gouvernements provinciaux, avait tout pour apporter le changement attendu et éradiquer ainsi la pauvreté qui caractérisait la plupart d'entre elles. Force est malheureusement de constater que, plus de 15 ans après la mise en œuvre de la décentralisation dans notre pays, avec en toile de fond la loi numéro 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, celles-ci connaissent encore plusieurs difficultés qui accablent leur gouvernabilité ainsi que leur développement et exacerbent les souffrances de nos populations, meurtries en dépit de quelques avancées enregistrées dans différents domaines. Les querelles intestines, la mauvaise gouvernance, la précarité de la trésorerie, due entre autres au transfert irrégulier et modique de la rétrocession, les crises institutionnelles récurrentes et l'ingérence du gouvernement central sont au nombre des maux qui entachent le bon fonctionnement des institutions en province. Honorable Président, honorables membres du bureau, honorables sénateurs et chers collègues, si certaines de ces différentes questions ne posent aucun problème à ce jour, parce que correctement prises en charge par la loi numéro 08/012 susmentionnée, plusieurs autres cependant ont révélé la nécessité de procéder à la modification de cette loi organique qui, au cours de l'évolution, s'est avérée lacunaire et peine à assurer pleinement sa vocation, celle d'une réglementation sans équivoque et susceptible d'apporter la paix et de conduire ainsi au développement par son application. Aussi, faudrait-il noter avec insistance que la dite loi contient également des dispositions dont l'application se heurte à de sérieuses difficultés mises en œuvre par manque de mesures pratiques. C'est le cas notamment des prescrits de l'article 28 bis relatif à la révocation d'un gouverneur en cas de crise politique grave et persistante. Bien qu'il y ait eu, au courant de la période sus-indiquée, des situations qui avaient exigé le recours à ces dispositions légales pour le besoin de la paix dans certaines provinces du pays, vous conviendrez avec moi que leur application a souffert de manque de mécanismes clairs de mise en œuvre. Cependant, à la faveur de la recherche des conditions propices au bon fonctionnement des provinces, plusieurs opérateurs et institutions politiques intéressés à la situation de ces entités ont, à différents niveaux, émis le vœu de réviser certaines dispositions de la loi organique numéro 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces. C'est notamment le cas du gouvernement de la République sous le leadership du Premier ministre Ilunga Ilukamba qui, par son ministre de l'Intérieur et Sécurité, avait suggéré, au cours des travaux de la conférence des gouverneurs de 2020, l'instauration d'un moratoire de 2 ans sur les motions contre les gouverneurs des provinces en vue de la stabilisation des provinces. À travers son ministre des Finances, a institué le mécanisme d'autorisation préalable à l'octroi des prêts bancaires au profit des provinces. Les assemblées provinciales, dont les présidents avaient unanimement, lors des travaux du forum organisé par le Sénat, soutenu l'idée de la révision de quelques articles de la dite loi, notamment sur des questions qui sont aujourd'hui soulevées par la proposition de loi.
même qu'une commission du Sénat, celle qui était chargée d'enquêter sur les provinces et élargie finalement à toutes les provinces, guettée par des crises institutionnelles, avait formulé des recommandations très pertinentes qui justifient l'initiative de modification dont les grandes articulations vous sont exposées ce jour. C'est pourquoi, face à cet impératif, au regard de tout ce qui précède, et témoin privilégié du déroulement du processus de décentralisation et du fonctionnement des institutions provinciales dans notre pays, pour avoir exercé depuis 2006 les fonctions de député provincial, de ministre provincial et de gouverneur de province, nous nous sommes particulièrement sentis interpellés et inspirés pour pouvoir proposer à l'auguste plénière le fruit de notre réflexion qui vise l'amélioration de la gouvernabilité de nos provinces. La proposition de loi sous examen repose sur la modification des dispositions des articles 23, 30, 41 et 58, ainsi que la version des articles 28 ter et 61 bis. Elle s'articule autour 1. de l'occupation légale du vice-gouverneur. En effet, il a été partout constaté que une occupation du vice-gouverneur n'était pas de nature à favoriser une bonne collaboration entre ce dernier et le gouverneur, tout comme entre lui et les ministres provinciaux. Les suspicions par manque d'occupation légale sont très souvent à la base d'un regain de tension entre le vice-gouverneur et le reste des membres du gouvernement, ce qui installe un malaise au sein de l'exécutif provincial et ne favorise pas l'harmonie dans son fonctionnement. Par ailleurs, il y a lieu de reconnaître que le personnel, entendez les ressources humaines, ainsi que le patrimoine de la province, demeurent des domaines sans répondant en province, pourtant indispensables pour une bonne gestion de ces entités qui venaient d'hériter, à la faveur du découpage territorial, des infrastructures et des sites de prise en charge adéquats. Ainsi donc, pour mettre fin à l'inaction de ce membre du gouvernement provincial, aux conséquences qu'elle engendre, cette responsabilité lui a été confiée et devrait être exercée sous l'autorité et le contrôle du gouverneur de province. C'est le sens de l'article 28. 2. De la mission du Sénat dans son rôle de représentation des provinces. Le Sénat étant l'émanation et le représentant des provinces, il est impérieux que son rôle soit clairement défini dans la loi sur la libre administration des provinces. À cet effet, il faut déjà noter que le président du Sénat, tout autant que celui de l'Assemblée nationale, est impliqué dans la recherche des solutions en cas de crise, telles que préconisent les articles 19, 20 alinéa 1er et 28 bis de la loi sur syndicat. Cependant, il ressort de la lecture combinée des dispositions précitées que leur exécution reste subordonnée à l'action, entre autres, du président du Sénat, qui est appelé à adresser un rapport subséquent au président de la République. Par ailleurs, il faut souligner que cette nécessité de restituer au Sénat son rôle traditionnel de défenseur et de représentant des provinces a été ressentie au niveau de notre Chambre, dont le président, appuyé par ses pairs dans le cadre de sa vision de Sénat se réforme, s'emploie depuis un temps, notamment pour la matérialisation de cet objectif, à travers la réalisation de quelques points ci-après développés dans le livret de cette proposition. Il s'agit de 3 points qui s'articulent autour. Primo, de l'intégration du Sénat à la conférence des gouverneurs, l'instauration du congrès Sénat-Province et la tenue de la quinzaine des provinces au Sénat. C'est en effet pour toutes ces raisons, de manière générale, et particulièrement pour cristalliser cet impératif de représentation et de défense des intérêts des provinces, qui nous a paru nécessaire de mettre en exergue les modalités pratiques d'exercice de cette prérogative constitutionnelle et légale du Sénat, notamment à l'organisation des missions de médiation et en cas de crise persistante par la saisine du chef de l'État pour une solution durable. Le but poursuivi
et en outre celui d'éviter aux provinces l'arbitraire dans la gestion des crises qui accablent leur fonctionnement, ainsi que l'émission décriée du gouvernement central. Ce, avec l'avantage d'enclencher de manière objective et efficiente, les mécanismes d'exercice des prérogatives reconnues au président de la République. C'est la vocation que compte remplir l'article 61 bis. 3. Des dispositions impartissant un délai pour la présentation du programme du gouvernement. La présente législature nous a fait vivre des situations inédites sur le fonctionnement des provinces. C'est par exemple le cas de la province du Sankourou qui, 2 ans après l'investiture du gouverneur et vice-gouverneur, par le président de la République, avant la déchéance du gouverneur, n'arrivait pas à se doter d'un gouvernement par manque d'un programme présenté devant les élus provinciaux et approuvé par ces derniers. En effet, le cas est inédit car ni prévu par la loi numéro 08/012, qui devrait être interrogé en vue d'une solution adéquate, ni même par le passé pour pouvoir être anticipé. Sans entrer dans des considérations politiques éventuelles de la question, cette situation, aux conséquences fâcheuses sur la gestion et la vie socio-économique de la province, avait retenu l'attention de la commission pré-rappelée du Sénat, qui avait suggéré à juste titre l'insertion d'une disposition impartissant aux gouverneurs des provinces un délai pour présenter leur programme d'action ainsi que leurs équipes gouvernementales. Disons-nous cette préoccupation amplement fondée. Il nous a donc paru important d'assortir ces dispositions d'une sanction qui garantirait son observance par les gouverneurs et préserverait ainsi les provinces des risques de gestion chaotique. C'est le but que poursuit la modification de l'article 23 qui propose un délai de 2 mois à dater de l'investiture par les chefs de l'État, sous peine pour le gouverneur d'être déclaré démissionnaire. 4. Des cabinets du gouverneur et des ministres provinciaux. Il est vrai que les provinces se plaignent de la précarité de leurs ressources financières, mais il est aussi vrai qu'elles ont toutes du mal à observer les dispositions de l'article 30 de la loi numéro 8/12 du 31 juillet 2008 qui limite à 10 les membres du cabinet du gouverneur de province et à 4 ceux des cabinets ministériels et sans aucune distinction entre le cabinet politique et celui d'appoint. Avec l'avantage pour le Sénat de compter parmi ses membres les anciens gouverneurs et sans crainte d'être démentis, nous disons que les gouverneurs n'ont pas tort de ne pas observer ces dispositions. Au regard du volume de travail et du nombre de matières dont disposent les provinces, ce, en considération même du dernier alinéa du même article qui dispose que, je cite, les conseillers sont désignés pour les matières relevant de la compétence de la province. C'est pour ne pas consacrer la désuétude des 10 dispositions, d'une part, et d'autre part, éviter les tournures que prennent certains gouverneurs qui, pour contourner ces dispositions, procèdent à la nomination, non sans incidence, des conseillers spéciaux et des commissaires provinciaux disposant des cabinets, soit au sein du cabinet du gouverneur, soit dans le gouvernement provincial, qu'il nous a également paru loisible de tenir compte des réalités de terrain en relevant ce nombre strict maximum de 30 unités pour le personnel politique du cabinet du gouverneur et de 8 unités pour chaque cabinet ministériel. Il va de soi que le gouverneur tiendra compte de leurs ressources pour en arriver à ce strict maximum. 5. De la stabilité des institutions provinciales. La destitution en cascade des membres des gouvernements provinciaux est l'un des fléaux qui accablent le bon fonctionnement des provinces et mettent en développement, tout comme le processus de décentralisation dans notre pays. Ceci est sérieux que d'aucuns se poseraient la question de savoir s'il n'est pas mieux de retourner au système de nomination des gouverneurs des provinces par les chefs de l'État
à vue de garantir la stabilité des institutions, gage du développement. C'est cette même occurrence, le chef de l'État, lors de son adresse à la nation, ayant annoncé les consultations populaires en juin 2020, a recommandé aux parlementaires et à tous les opérateurs sociopolitiques de notre pays de réfléchir sur le mode de scrutin qu'il faille adopter pour l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs. Trouvons légitime cette question qui, on ne cessera de le dire, paralyse le développement des provinces. Nous avons estimé important, pour éviter l'arbitraire souvent constaté dans la destitution des membres des exécutifs provinciaux, de modifier les dispositions de l'article 41 de la dite loi en subordonnant la recevabilité, notamment de la motion de censure, à l'exercice préalable d'une enquête parlementaire et de la motion de défiance à l'exercice préalable d'un des moyens de contrôle parlementaire. Il va sans dire que toute motion contre un gouvernement provincial ou un de ses membres est sans avenue dès lors qu'elle ne fait pas suite à un moyen de contrôle légalement exercé, comme c'est malheureusement le cas pour la plupart des déchéances auxquelles nous assistons depuis. Aussi, dans le souci de permettre l'installation du gouvernement provincial après sa prise de fonction, l'auguste plénière conviendra avec moi qu'il est plus que nécessaire d'accorder un moratoire légal d'une année avant toute initiative de déchéance. Ceci est loin d'être considéré comme un chèque en blanc que la loi accorderait aux gouverneurs et aux membres de leur gouvernement, dans la mesure où les dispositions des articles 28 bis en vigueur et 61 bis de l'actuelle proposition demeureront d'application dans cette période de moratoire. C'est ce que consacre la modification proposée à l'article 41 de la loi 08/012 du 31 juillet 2008. 6. De la protection des provinces contre les endettements. Comme dans toutes les sociétés humaines, la gestion des finances, clé de voûte de tout développement, demeure des nerfs de guerre et mérite une attention particulière. Dans la recherche effrénée des solutions aux questions de développement des provinces, certains gestionnaires de ces entités contractent des prêts, certes pour financer des projets d'investissement dans différents secteurs, ce qui est une bonne chose. Cependant, il nous paraît important de prendre des mesures d'encadrement dans ce domaine au regard de l'évolution de la situation relative qui, sans vouloir épiloguer sur la gestion des fonds dans ce cadre, renseigne que le délai d'amortissement de la plupart de ces dettes sont consentis pour une période allant au-delà des mandats de leurs signataires. Entendez ici les gouverneurs des provinces. Non seulement que ces pratiques ne favorisent la bonne gouvernance, mais aussi et surtout ne facilitent aucunement le développement des provinces qui se trouvent, pendant des périodes relativement longues, être privées parfois de leurs seules ressources viables et sûres. C'est ce qui explique d'ailleurs la restriction imposée aux banques commerciales par le ministre des Finances qui, par une lettre adressée à ces derniers, subordonne l'octroi des prêts aux provinces à l'autorisation du gouvernement de la République. Ainsi dit, la modification de l'article 58 de la loi 08/012 du 31 juillet 2008 envisage d'une part de formaliser cette restriction qui, à ce jour, paraît illégale au regard de l'autonomie de gestion dont disposent les provinces, et d'autre part, de limiter le délai de remboursement au mandat du gouverneur signataire, ce en tenant compte de la capacité réelle de la province à mobiliser ses recettes. C'est pourquoi, dans le souci de concilier les deux impératifs, à savoir l'autonomie de gestion des provinces et la préservation de leurs ressources contre une gestion peu responsable, cette modification conditionne l'octroi d'une dette dont le délai d'amortissement va au-delà du mandat du gouverneur en place à la garantie préalable du gouvernement central. De cette manière,
les banques commerciales seront appelées à une attitude beaucoup plus responsable dans le cadre de la signature des contrats y afférents. Honorable Président, honorables membres du Bureau, honorables sénateurs et chers collègues, je terminerai mon intervention en soulignant que la présente proposition de loi n'a pas la prétention de régler tous les problèmes que connaissent nos provinces à ce jour. Cependant, elle se propose de donner des réponses adéquates à quelques problèmes qui se sont posés avec acuité au cours de ces 15 dernières années en vue d'améliorer tant soit peu leur gestion pour le bien-être de nos populations. Telle est l'économie générale de la présente proposition de loi que je demande à l'Assemblée plénière de s'en approprier et d'adopter. Je vous remercie. Merci beaucoup, cher collègue Mbonga. Vous pouvez regagner le siège devant le podium. Chers collègues, ces deux lois sont d'une importance capitale et nous permettront justement d'améliorer surtout la gouvernance de nos provinces. Ainsi comme ceci a été demandé, pour faire un bon travail, il va nous falloir disposer de tous les outils de travail. Ainsi, nous demanderons aux deux collègues d'entrer en contact avec les rapporteurs pour que toute la documentation soit réunie et que nous puissions revenir pour un débat en connaissance de cause. Et nous pourrions programmer ça, parce que nous avons déjà beaucoup de matières prévues pour la semaine ici. Déjà demain, nous avons encore d'autres plénières. Nous pouvons, avec votre autorisation, chers collègues, programmer cela pour le mardi, c'est férié, le 17 mai. On peut mettre ça pour jeudi le 19, parce que le mercredi, nous allons entendre les ministres de l'Intérieur et autres, donc nous pouvons remettre ça à jeudi. Pouvons-nous donc remettre ça à jeudi, chers collègues? Ceux qui sont pour, veuillez le manifester. Merci. Ceux qui sont contre, et ceux qui s'abstiennent, merci. À l'unanimité, donc, nous demandons à nos deux collègues, initiateurs de ces deux propositions de loi, de fournir la documentation ou de se mettre en contact avec le rapporteur. Nous les remercions déjà pour ces initiatives et nous leur demandons de regagner leur place. Merci beaucoup. Chers collègues sénateurs, nous n'avions prévu que ces deux points à l'ordre du jour. Le procès verbal de la dernière réunion va être lu demain avec celui de la séance d'aujourd'hui. La séance est suspendue. C'est grave, nous on était à la commission, président. On était à la commission. Les amis, on attend vos amendements à la commission. 48 heures, c'est dommage. Voilà.